Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine, comme toujours, du merveilleux Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à tous. Ça va très très bien, merci. J'ai une semaine très light. Je fais une cure de repos, une cure de vitamines. Je dors à 23h, donc je fais rien de mes journées. Enfin, je travaille quand même évidemment, mais le soir je fais pas grand chose. À part Super Mario Wonder. Non, ça c'est fini. Mario RPG. D'accord. Qui est très très cool. Tu vois, j'ai enchaîné sur un autre Mario, complètement dans un autre ton, puisque c'est le remake de la version Super NES du RPG de Nintendo. Vraiment très sympa. Et en parallèle, ce week-end, j'ai prévu de me consacrer à Baldur's Gate, toujours, que je continue de poncer joyeusement. Et alors toi ? moi, cette semaine, j'ai quasiment bouclé Robocop. Là, je suis sur la toute fin, donc c'est très très cool, j'ai hâte de vous en parler. Comme j'amorçais un cycle Robocop, j'ai lu des BD Robocop et j'ai regardé des films Robocop, donc autant dire que c'était une semaine chargée sous le signe de l'Android, tu vois. Excellent. J'ai fait toujours un petit peu de Fall Guy, ça mange pas de pain, c'est toujours sympatoche. Et hier, j'ai fait du Ghostbuster, tu sais, Spirit Unleash, Oui. qui cette fois est cross-platform et ça a l'air de fonctionner, donc ça peut être cool. Ils ont rajouté genre 3 ou 4 maps, des nouveaux fantômes, des nouveaux accessoires et tout, et le jeu est vraiment plus dense qu'avant, et j'ai passé un super moment dessus. Il faut qu'on teste ça ensemble. Exactement, il faudrait qu'on teste ça pour voir ce que ça donne, mais en tout cas, on peut bien se marrer. Là, on n'était que 3 à jouer. Si on est 4, on peut vraiment faire une équipe de chasseurs de fantômes et bien se marrer, quoi, en tout cas. Excellent. Au niveau du sommaire, alors, peux-tu nous dire ce qu'on a prévu cette semaine ? Alors, on va parler de PlayStation et la Corée, avec des partenariats qui s'officialisent. On va parler de Xbox aussi, enfin surtout toi, où tu avais un petit point à faire sur les rewards, justement. On va parler ensuite de Stalker 2 et enfin Bayonetta. Je vais tout petit peu parler de Bayonetta, ça va être rapide, mais dès que l'occasion se présente, tu me connais, je saute dessus. Après grand test, grosse chronique qui te tient à cœur, qui t'est cher, Metal Gear Solid, donc sur PlayStation 1. Et enfin, je finis avec une bande dessinée de chez Glénat qui s'appelle Le Royaume sans nom. C'est un beau programme, donc il n'y a plus qu'à, quoi, comme on dit. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. Stalker 2, de nouveaux détails. Alors c'est le site Gamersky qui a eu l'occasion de discuter avec les responsables du studio GSC Game World qui développe actuellement le Stalker 2 Hearts of Chernobyl. Il s'agit, c'est le directeur général, donc je ne vais pas prononcer son nom, parce que j'ai essayé de le lire 4 fois et à chaque fois c'est juste ignoble. Autant le japonais c'est compliqué, mais là l'ukrainien, bon, je me sens pas serein. C'est chaud. Mais en tout cas, il y avait le directeur général, la productrice exécutive et il y avait également le producteur marketing qui était présent pour répondre à cette interview, et ils ont parlé de différentes choses, dont les nouveaux modes graphiques, la longueur du jeu, les multiples fins possibles, des aspects de gameplay et bien d'autres choses encore. Donc je vais vous faire un petit détail. Alors pour commencer, il y aura 2 modes graphiques qui seront proposés sur Xbox Series XS, donc un mode performance et un mode qualité, comme il est de coutume en ce moment. Classique. Voilà, le mode performance permettra de faire tourner le jeu en 60 images secondes. En ce qui concerne la définition, ils n'ont pas encore précisé, mais a priori on serait sur du 4K, sur du 4K 1440, tu vois. On est sur un intermédiaire. Le mode résolution, quant à lui, sera en 4K Ray Tracing 30 fps, et pour les joueurs PC, le studio vise une configuration minimale avec une GTX 1060. Le jeu est donc développé sous Unreal Engine 5, ce qui a permis de créer ce grand monde ouvert et d'implémenter un système d'éclairage global avec des transitions jour-nuit plus réalistes ainsi que des environnements météorologiques multiples. Le jeu est actuellement encore en version bêta et le polissage final du jeu prendra un certain temps. La présence de sauvegarde automatique et possibilité de sauvegarder manuellement, donc ça c'est plutôt cool pour les gens qui aiment bien le système un peu à la Call of Duty.
Tous les ennemis ont leur propre modèle d'intelligence artificielle. Par exemple, un chien n'attaquera jamais seul, mais toujours en meute. Ils font d'ailleurs le nécessaire pour encercler les personnages. Donc ça, c'est intéressant pour le gameplay. Le protagoniste peut saigner en cas de morsure. Il doit alors utiliser un bandage afin d'arrêter de perdre de la vie. Des tutoriels seront présents dans la version finale du jeu. Il est possible d'assembler avec des armes et des accessoires depuis l'interface du sac à dos pour en faire de nouvelles. Certaines modifications d'armes nécessiteront de trouver des PNJ spécifiques dans le jeu qui seront plus ou moins cachés. Les modifications d'armes pourront notamment influer sur le type de munitions, le mode de tir et également d'autres surprises, donc lesquelles à voir. Changer un accessoire d'arme modifie ses fonctions, son apparence, mais aussi sa manière dont le protagoniste le tient. Donc c'est également intéressant, parce qu'ils ont voulu mettre un peu de réalisme dans le stuff. L'arme électrique qui était présente à la fin du trailer du Xbox Game Showcase, je sais pas si tu te souviens, demandera beaucoup d'efforts pour mettre la main dessus. Elle est difficile à trouver et ses munitions sont très très chères. L'intrigue du jeu, elle, sera non linéaire et variera selon le comportement du joueur avec un système de moralité. Toutes les histoires ne peuvent être vécues en une seule partie. L'intrigue principale va durer environ 4 heures et il existe 4 fins différentes pour le moment. Les quêtes secondaires auront des issues différentes et pourront impacter l'intrigue principale ainsi que l'environnement du jeu. Il est possible de jouer en infiltration et de tuer les ennemis discrètement ou au couteau, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, un tir à la tête suffit pour tuer un humain, donc ça c'est cool, on n'est pas sur un looter-shooter de merde, je tiens à le dire. Briser des caisses et d'autres obstacles peuvent révéler de nouveaux chemins pour attaquer les ennemis différemment. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont très très rassurantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie de Stalker 2 est toujours prévue pour le début d'année 2024. Sur Xbox Series XS et PC. Le jeu sera également disponible dans le Game Pass Day One. Par contre, c'est pas encore garanti. Il faut savoir que le studio a subi de nombreux retards à cause de la guerre qui fait rage en Ukraine. Et le studio de développement est en effet souvent la cible d'attaques et doit surmonter de nombreux obstacles pour pouvoir finaliser leur titre. Donc déjà, big up à eux et on leur apporte tout notre soutien. Oui. Après, le jeu sera fini quand il sera fini. C'est des circonstances exceptionnelles, on le comprend. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai lu, ça me fait envie. Ouais, c'est même carrément rassurant. Et de tout ce que tu as décrit, l'IA, les chiens, les armes, ça donne un côté qui a l'air vachement immersif. Donc je pense que c'est un jeu, tu vois, qui va être assez viscéral. Enfin, en tout cas, moi, j'espère que ce sera un jeu vraiment basé sur l'ambiance, comme tu dis, avec des choix, etc. Il y a moyen de beaucoup s'investir dans ce que le jeu a l'air de proposer, donc ça fait super envie. Là où, tu vois, avant ta news, je m'intéressais pas trop au jeu. Là, ça commence un petit peu à me titiller. Je me dis qu'il y a potentiellement tu vois, quelque chose de sympa qui se cache derrière ce jeu. Tout à fait. Le premier de Tchernobyl était très très cool à l'époque. Bon, il a vieilli, maintenant c'est un jeu qui est dans son jus, c'est clair. Mais en tout cas, là, ça permettra d'ouvrir cette licence au plus grand nombre. Et surtout, avec les technologies actuelles, de représenter toute cette zone irradiée, on va dire, de la plus belle des manières. Ouais. Ouais, franchement, ça fait très envie. T'as un peu, tu vois, la métro, peut-être, dans l'ambiance moins surnaturelle. Mais ouais, ça peut être vraiment sympa. Et partons tout de suite en Asie avec PlayStation et la Corée. Donc 2 partenariats que je vais citer qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur. Le premier, c'est surtout un jeu, je me fais plaisir là, Kira, c'est parler de Stellar Blade, un des jeux que j'attends le plus l'année prochaine. D'abord annoncé toute plateforme, puis finalement annoncé comme exclusif PlayStation. C'est un beat'em all, la Devil May Cry, Bayonetta, peut-être même un mix entre Nier et Bayonetta d'ailleurs, parce qu'il y a un côté post-apo dans l'univers qui a l'air très sympa avec des androïdes, des humains modifiés. Enfin, ça c'est un peu ma cam, et toi aussi. Sauf que là, c'est vraiment plus post-apo qu'un Cyberpunk par exemple. Mais l'univers fait très envie. L'héroïne a l'air fort généreuse aussi dans tout ce qu'elle peut proposer, notamment sa palette de coups, hein, ça a l'air d'être un jeu, tu vois, hyper dynamique et tout. Enfin, moi, c'est quelque chose de très prometteur, ça me fait très envie. Et ce studio, donc Shift Up, c'est leur premier vrai gros jeu. C'était à la base normalement un jeu indé qui est quand même en train de se transformer en quelque chose de plus gros. Officialise vraiment le partenariat avec PlayStation. Au-delà de l'exclu, ce sera un jeu
seconde partie de PlayStation, donc qui sera aussi distribué et édité par Sony. Donc il y a de très grandes chances qu'on voit le logo PS Studio, tu vois, au lancement de ce jeu. Donc un peu à l'image du studio Arrowhead qui fait Helldivers en ce moment et qui travaille sur Helldivers 2 pour l'année prochaine. Tu vois, c'est un partenariat qui est quand même vraiment en train de se mettre en place. Peut-être plus tard un futur rachat, parce qu'on sait que Sony fonctionne comme ça. Ouais, Sony fonctionne comme ça. Décroche des petites pépites, les fait monter, investit en eux, et si ça matche bien, ils vont plus loin. Ils intègrent le PlayStation Studio. Oui. Bon, en tout cas, tu vois, un beau partenariat pour ce jeu Stellar Blade que j'attends beaucoup. Et le second partenariat, il est encore plus fort en ampleur, je dirais. C'est NCSoft, une grosse entreprise de jeux vidéo principalement, mais pas que, mais principalement de jeux vidéo, à qui on doit les Guild Wars ou Lineage, qui les a fait connaître, donc du MMORPG assez vénère et de bonne qualité. Guild Wars, on aime bien tous les deux. Guild Wars, oui, les deux Guild Wars avaient beaucoup plu à l'époque, un peu moins le 2 de mémoire, parce qu'ils avaient rajouté une 4e classe, ce qui flinguait un petit peu la mécanique. Mais voilà, le premier, par contre, avec les 3 classes qui pouvaient pierre, feuille, ciseaux, quoi. C'était vraiment cool à jouer. Je me souviens un ami commun, le fameux Nounours, qui a énormément joué, et c'est vrai qu'il a poncé ce jeu, il nous l'a beaucoup vendu à l'époque. Et du coup, ce studio, quand même de renom, qui a une certaine aura, je trouve, enfin, ils ont des qualités, ont signé un partenariat avec Jim Ryan, qui ont sorti de sa joyeuse retraite. Donc Jim Ryan a fait le déplacement, conférence de presse, où il dit: nous poursuivons notre stratégie d'expansion au-delà du marché des consoles et élargissons la portée de PlayStation à un public plus large. Donc là, on sent bien le MMORPG. Oui. NCSoft partage avec nous la même vision de création d'expériences vidéoludiques de haute qualité, de fort impact pour les joueurs du monde entier, et nous sommes ravis de collaborer ensemble pour repousser les limites. Du divertissement. Donc ça, c'est un peu de la com à la fin, mais ça reste intéressant, c'est que on voit qu'il continue, tu vois, jeu à service, là plutôt du MMORPG. Il y a une rumeur qui fait part que ce studio travaille sur un MMORPG dans l'univers d'Horizon, ce qui peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant, oui. Il travaille aussi dans le mobile, NCSoft, donc tu vois, ça ouvre des domaines sur lesquels Sony est un peu plus faible peut-être. Donc c'est deux beaux partenariats en tout cas, je trouve. Après, regarde, The Elder Scrolls Online cartonne toujours, il marche super bien sur console comme sur PC. Le fait qu'il soit aussi dans le Game Pass, c'est vrai que ça aide, mais un MMO chez Sony, ça peut être le petit plus qui leur manque en fait. S'ils avaient Final Fantasy XIV en exclu, donc là c'est sur le point de s'arrêter, et c'est vrai que faire un MMO dans l'univers d'Horizon, ça serait tout indiqué, avec un beau mode de création de personnages, et de pouvoir jouer avec des potes à chasser des dinos robots, je pense que ça marcherait, c'est sûr. Ouais, parce qu'on peut ne pas être fan de Horizon. D'Aloy, ouais. Ouais, toi plutôt pour le personnage principal et le scénar. Moi, c'est plus pour le gameplay et le monde ouvert que j'étais pas trop fan. Je suis d'accord. Mais s'il y a bien quelque chose sur lequel on est d'accord, c'est l'univers. C'est ça. L'univers, il est trop cool. Enfin, il est génial. Tout à fait. En fait, le scénar d'Horizon me plaisait beaucoup. Ce que j'aimais pas, c'était son personnage principal et que je trouvais le monde horriblement statique. Très beau, mais très statique. Et en fait, Horizon a souffert d'une comparaison. C'est que j'ai joué à Zelda Breath of the Wild juste avant, où tu pouvais tout faire. Et quand je suis arrivé sur Horizon juste derrière, je me suis senti frustré, car très limité dans mon exploration. Et Horizon, le dernier, Horizon Forbidden West, c'était pareil, juste avant il y avait Elden Ring en fait. Donc malheureusement ils sont sortis au mauvais timing pour moi, et c'est vrai qu'un monde aussi beau et aussi grand avec autant de limitations, c'est dommage, et ça m'a un peu pourri mon groove en fait. Ouais, donc c'est pour ça, dans un MMORPG, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très sympa. Ouais, exactement, carrément. Carton rouge pour Microsoft et les rewards. Ah oui, donc carrément. Apparemment, ouais, moi j'y vais direct, là je suis comme ça, là, c'est honteux, voilà. Donc apparemment, Microsoft veut vraiment diminuer le nombre de Microsoft Rewards à gagner chaque mois. Donc plusieurs sources de points ont été supprimées récemment, comme des trésors hebdomadaires, les points liés au succès des jeux Game Pass, ou les bonus de séries d'activités sur l'application Xbox ou PC. Alors pour information, les rewards, en fait, ce sont des petits objectifs qu'on a à faire, donc soit avec notre smartphone, notre console, qui nous permet de cumuler des points, et ces points derrière, on peut les échanger soit contre des bons d'achat ou contre éventuellement un mois de
Game Pass ou des tirages au sort, ce qui est plutôt cool parce que ça permet aux joueurs de s'investir et aussi de rentabiliser son abonnement, tout simplement. Ont décidé de fermer le robinet. Donc du coup, il y a beaucoup moins de points à gagner et les participants au programme se demandent ce qu'il va devenir, tout simplement. Depuis hier, il y a encore eu des changements qui ne vont pas plaire aux chasseurs de points. Plus de bonus avec Microsoft Edge, par exemple. Avant, si on recherchait une dizaine de fois sur Microsoft Edge, on pouvait récupérer des points supplémentaires. C'était des points qu'on pouvait gagner tous les jours via le navigateur web directement. Maintenant, cette option n'existe plus. Heureusement, on peut toujours gagner des points en faisant des recherches avec Bing sur le mobile ou sur le PC. Mais ça fait perdre une centaine de points environ journaliers, ce qui est quand même assez violent. Quand on était au niveau 1, en fait, on gagnait seulement 3 points avec Microsoft Edge, contre 12 quand on était au niveau 2. Et pour passer au niveau 2, c'était facile, en fait, il fallait juste accumuler au moins 500 points par mois. Donc autant dire que c'était en 3 jours, c'était plié, quoi. Tout à fait. Pour l'instant, le nombre de points à gagner avec les recherches Bing reste à 30 quand on est au niveau 1 sur le mobile, contre 60 quand on est au niveau 2, sans compter les 90 points de recherche sur le PC. Donc ce qui nous met à un total de 190 points directement, et avant on était environ à 320 points quotidiens juste avec les recherches. Donc ça a quand même pas mal diminué. En plus de ça, depuis aujourd'hui, certaines cartes d'activité quotidiennes sur le site web de Microsoft Reward, j'ai du mal à le dire, dis donc aujourd'hui, donnent moins de points qu'avant. Alors qu'elles valent entre 15 et 5 points, elles ne valent plus que 10 points au maximum et descendent jusqu'à 1 point. Donc ils ont divisé jusqu'à 90% leur volume de points gagnés. Les succès Game Pass quotidiens également passent de 50 points à 5 points, donc pareil, divisé par 10. Donc le programme devient malheureusement moins intéressant parce que ces options étaient les plus faciles pour gagner des points sans trop se fatiguer. Clairement, moi, ça me prenait 10 minutes par jour et j'arrivais à me faire 15 € par mois comme ça. Là, j'ai calculé, si je me fais 5 €, c'est un grand max, clairement. De plus, il ne faut plus passer par l'application Game Pass, mais par l'application Xbox pour voir les défis, ce qui perd en visibilité, car l'application Xbox est moins rapide et moins intuitive, je trouve, et leur nouvelle organisation nous fait louper des choses. Donc c'est à se demander s'ils n'ont pas envie volontairement de nous empêcher de les gagner, ces fameux points. Donc voilà, pour moi c'est un carton rouge parce que c'était cool, ça permettait de pouvoir gagner 2-3 petites choses. J'ai pu acheter mon Alan Wake intégralement avec ces points-là, par exemple, et je sais que beaucoup de gens comptaient dessus, et dans ces périodes où le pouvoir d'achat est un peu compliqué pour beaucoup, c'est encore un mauvais signal envoyé par Microsoft en tout cas. Ouais, c'est même carrément dommage parce que franchement ce service, moi en tant que joueur plus PlayStation, je l'ai toujours un petit peu jalousé. Je trouve que c'est quelque chose un programme de fidélité Xbox qui était absolument génial, vraiment. J'utilise les mots forts parce que je trouve que c'était top pour fidéliser. Donc là, il doit y avoir un côté ultra déceptif pour ceux qui sont habitués et qui voient le robinet se fermer. Donc c'est la fin de l'abondance. Peut-être qu'ils ont un rachat à amortir qui leur a coûté un peu cher. Je sais pas, dans leur récentes actes. Un petit rachat de rien. Un petit rachat. Donc voilà, ils amortissent comme ils peuvent. Mais ouais, c'est vraiment dommage pour les joueurs, ça c'est certain. Et surtout quand on a pris l'habitude d'avoir, comme tu dis, une petite somme à la fin du mois, c'est hyper, c'est décevant. C'est très très décevant, moi le premier, et j'en ai parlé avec beaucoup de monde, j'ai vu ça sur Twitter également, il y a eu une levée de bouclier par rapport à ça, et c'est vrai que beaucoup de joueurs comparent ça un peu à de la mendicité, quoi. Donc au final, certains ont même plus envie de le faire, parce que même si ça prenait 10-15 minutes par jour, au final il n'y a plus cet attrait derrière, quoi. Et on va terminer sur une news, je voulais parler de Bayonetta, et oui, encore une fois, vous allez dire que j'ai quelque chose avec Bayonetta, mais je suis fan, mais c'était pour partager ma tristesse. T'es fan de Bayonetta ou non, je suis fan des deux. De l'héroïne évidemment, évidemment, et je suis fan du jeu aussi parce que c'est franchement un des meilleurs beat'em all que j'ai joué dans ma vie. Donc en fait depuis peu de temps, Hideki Kamiya, le papa et Resident Evil, enfin il a travaillé sur Resident Evil 1 et 2, de Devil May Cry, le premier de Bayonetta, donc d'Okami, enfin quelqu'un d'extrêmement talentueux que j'adore, a quitté le studio Platinum Game le 12 octobre 2023. Et je me demandais, moi, qu'est-ce qu'allait advenir de cette licence Bayonetta. Et il a pris la parole, il fait des podcasts sur YouTube. C'est la mode, il paraît. Ouais, notre ami Hideki Kamiya. Parce que à la base, je sais pas si tu le savais, mais Bayonetta, ça devait être une saga de 9 jeux, avec les jeux déjà sortis. Il devait y en avoir 9, donc il avait de l'ambition. Ah non, je ne le savais pas. Donc,
un fan lui a légitimement posé la question, mais que va devenir la licence? Et donc il dit je voulais développer la licence pour en faire une grande saga, donc comme je l'ai dit 9 jeux, mais il semble que je devais peut-être emporter toute cette histoire dans ma tombe, c'est dommage, je ne possède pas la licence Bayonetta, mais je suppose que ceux qui la possèdent continueront probablement à la développer. Donc 2 informations importantes, il rappelle l'ambition qu'il avait pour cette saga que je rappelais tout à l'heure, 9 jeux, et aussi qu'il ne détient pas la propriété intellectuelle, alors que quand même sans lui ça n'existerait pas. C'est Platinum Games qui l'utilise, qui est en droit d'en faire ce qu'il veut maintenant. Donc moi je suis un peu triste parce que je trouve que c'est ce genre d'œuvre qui colle vraiment à la peau du personnage, un peu comme Metal Gear finalement sans Kojima. Bayonetta sans Hideki Kamiya, c'est exactement la même comparaison. Retirer, tu vois, un auteur qui a forgé vraiment cette œuvre, je trouve que c'est enlever une partie de l'âme quand même du jeu, bien que, attention, Platinum Games reste vraiment un studio très compétent et je pense qu'ils feront des très belles choses sans lui, mais pour cette licence en particulier, moi, tu vois, ça me fait un vrai pincement au cœur. Oui, je suis d'accord. Quand un créatif comme ça, entre guillemets, disparaît, même s'il est pas mort, bien sûr, mais quitte son studio phare, ça fait un petit pincement au cœur quand même, parce qu'on se dit que ça sera plus du tout pareil. Plus jamais pareil, ouais, c'est ça. Ainsi se conclut la partie news. Donc on va passer maintenant sur le gros morceau de l'épisode, on va parler de Metal Gear Solid, le premier, mais pas que. On va également faire un petit point sur la nouvelle compile Metal Gear Solid qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et ça sera juste après la petite musique pour se mettre dans l'ambiance. La saga Metal Gear est une référence du jeu vidéo. Elle a été créée sur MSX il y a plus de 30 ans et j'ai d'ailleurs fait 2 épisodes sur ces 2 jeux. Il y a quelques temps, donc j'ai plus les numéros des épisodes en tête, mais en tout cas, si vous voulez les écouter, n'hésitez pas. Et la série a connu un succès phénoménal en 1998 avec le premier Metal Gear Solid, sorti sur PlayStation. C'est un jeu qui a marqué son époque et qui a lancé une franchise adorée de millions de fans. Depuis, la série s'est enrichie de nombreux épisodes, et c'est certains d'entre eux qu'on va retrouver dans cette fameuse compile Metal Gear Solid Collection Volume 1. La collection de Konami, donc la compilation, on va dire, regroupe 5 jeux de la saga. Les 2 premiers sur MSX, du coup, le mythique Metal Gear Solid sur PlayStation, lequel on reviendra tout à l'heure, et les 2 épisodes PlayStation 2, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Pas mal. Pas mal, c'est un beau casting pour le moment. Ouais. Chaque jeu a une interface très travaillée et de toute beauté. Nous ne l'aurons pas, cette nouvelle compilation est en fait une réédition de la Legacy Collection, sortie il y a quelques années sur PlayStation 3, mais ça nous permet quand même d'y jouer sur la PlayStation 5, donc sur notre grand écran, parce que c'est vrai que la PS3, enfin du moins le jeu PS3 n'étant pas rétrocompatible, moi je le jouais dans mon bureau sur ma petite télévision. Là ça me permet vraiment de... Ouais c'est ça, là ça me permet d'en profiter dans mon canapé en tout cas. Cela signifie que le rendu des jeux est identique, avec un premier MGS dans son jus, tandis que les 2 suivants ont eu le droit à un lifting HD par Bluepoint Games, avec notamment un aspect plus net que sur la PS2 d'époque. Heureusement, tu me diras. Heureusement. Nous avons toutes les versions de chaque jeu et la possibilité de jouer aux versions PAL US et japonaises. On peut également profiter de certaines versions spéciales, comme Metal Gear Solid Intégral, les versions Substance et Subsistance de Metal Gear 2 et 3, sans oublier les missions VR et d'autres jeux annexes. On retrouve également de nombreux bonus à consulter et à écouter, avec des artworks, des covers, des guides, des documents de production. Enfin, c'est le genre de détails que je kiffe sur ce genre de compilation. Rappelle-toi de la compilation Tortue Ninja. Exactement, on est vraiment sur le même moule en tout cas. Au niveau des bonus, on va retrouver 2-3 petites choses intéressantes. Alors je vais pas tous vous les citer, mais j'en ai pris quelques-unes quand même. On va avoir le Metal Gear Solid Digital Graphic Novel, en fait, qui est une adaptation en
en roman graphique animé de Metal Gear Solid sorti en 2006 sur PSP. On a également Metal Gear Solid 2, la bande dessinée, une adaptation en roman graphique animé également de MGS2 qui était sorti lui en 2008 sur PSP. Ah ouais. On a Metal Gear Solid Master at Work qui est un livre numérique qui regroupe les illustrations officielles de la série Metal Gear Solid. On a le livre, alors c'est un livre physique à l'époque, quand on avait la Legacy Collection, d'ailleurs je l'ai toujours quelque part, maintenant c'est un livre numérique et c'est un petit peu dommage, mais qui retrace l'histoire et l'évolution de la série Metal Gear Solid, donc qui est inclus également dans la galette, et on a également Metal Gear Solid Original Soundtrack, donc c'est toutes les musiques des jeux qui sont regroupées dans la compile. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si vous achetez l'édition Day One, vous avez 4 ou 5 pistes en plus. Sinon, ils sont pas intégrés dedans, donc c'est un petit peu vachard, mais voilà, c'est à souligner. C'est un code à rentrer en tout cas. Ah oui, rejouer à la saga Metal Gear Solid en 2023 est toujours un régal, malgré l'âge. Les aventures restent un modèle de créativité et de réalisation et de technicité. Cette première compilation ne contient pas tous les titres de la saga. Je regrette notamment l'absence du remake du premier épisode sur GameCube, Twin Snake, que j'aurais vraiment aimé refaire, clairement, ou encore les épisodes sortis sur PSP et Game Boy Color. Néanmoins, on peut espérer que Metal Gear Solid Collection Volume 2, qui devrait sortir prochainement, comblera ces manques et nous permettra de profiter de l'intégralité de la série. Bon, j'ai quand même un doute pour le Twin Snake, sachant que c'est une licence Nintendo. Oui. C'était sur GameCube. C'était sur GameCube. J'espère un remaster sur Switch, clairement, ça serait cool. Ah, pas mal. Entre nous, c'est une compilation un peu paresseuse, notamment sur les options d'affichage, voire même certaines fautes d'orthographe d'époque qui ont été conservées. Par exemple, certains émulateurs proposent des filtres pour le premier jeu, ce qui rend la chose plus agréable sur nos écrans 4K. Et là, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, ils parlent d'une mise à jour qui permettrait d'en rajouter par la suite. Mais quand j'ai fait mon test, en tout cas, je les avais pas encore. Bon. On va passer à Metal Gear Solid. Donc, qu'est-ce que Metal Gear Solid ? C'est un jeu d'action-infiltration sorti en 1998 sur PlayStation. Ça ne nous rajeunit pas. Il s'agit du 3e épisode de la série Metal Gear créé par Hideo Kojima et le premier à utiliser la 3D. J'ai un affect tout particulier avec Metal Gear Solid car c'est vraiment, on va dire, mon premier jeu d'adulte. Quand j'étais un jeune bambin, je jouais à des jeux comme Super Mario, par exemple. Je joue toujours à des jeux comme Super Mario, bien sûr, Banjo et Kazooie, mais c'est des jeux, en fait, j'étais plus vraiment dans la gamme familiale. Et un jour, un ami à l'école, alors je ne me souviens plus qui était cette personne, mais en tout cas voilà, il m'avait prêté ce fameux Metal Gear Solid. Et ce jeu a été une réelle claque en fait. J'ai dû le faire 3 ou 4 fois, je l'ai poncé dans tous les sens, et il y a eu un avant et un après Metal Gear. Et disons que ma passion du jeu vidéo, qui était déjà naissante en fait, a vraiment trouvé son patience zéro avec ce jeu. C'est un peu mon Resident Evil à moi que j'ai découvert quand, tu vois. C'est un peu le passage à l'âge adulte. La même chose. Voilà, c'est moi Solid Snake. Voilà, Solid Snake m'a aidé à passer à l'âge adulte d'un coup. Donc le jeu met en scène Solid Snake, je viens de le dire, un soldat d'élite qui doit infiltrer une base militaire en Alaska où se cache un groupe de terroristes qui menacent de lancer une arme nucléaire nommée Metal Gear. Wow. Oui, j'imite bien la VF de Metal Gear car la VF est aussi assez incroyable. Elle est très nanardesque, mais c'est dégueulasse, clairement. La VF de Metal Gear est vraiment horrible. Après, ça donne son petit charme quand même. Bon, après, si ça vous intéresse, vous pouvez, si vous le souhaitez, switcher sur la VO, ce qui est entre nous beaucoup plus appréciable. Le jeu se distingue par son gameplay innovant qui perfectionne les acquis des 2 opus MSX. Il privilégie toujours la discrétion et l'utilisation de divers gadgets, mais la grosse différence réside dans son scénario bien plus complexe et cinématographique, avec un travail sur la mise en scène jamais vu auparavant. Le jeu aborde des termes récurrents de la saga, comme le clonage, le terrorisme ou la guerre nucléaire, et fut acclamé par la critique et le public. Et il est toujours actuellement considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Petit point sur la genèse de Metal Gear, donc l'idée de Metal Gear Solid remonte à 1994 lorsque Hideo Kojima décide de réaliser un nouvel épisode sur PlayStation après avoir été impressionné par les capacités de la console. Il souhaitait créer un jeu qui utilise la 3D pour offrir une expérience immersive et réaliste tout en conservant à l'esprit l'infiltration des précédents opus. Pour cela, il s'entoure d'une équipe talentueuse composée notamment de Yoshi Shinkawa, le directeur artistique qui dessine les personnages et les environnements du jeu, et de Harry Grayson Williams, le compositeur qui crée la musique et les effets sonores du jeu, un élément indispensable à la saga et surtout ô combien mémorable. Bande son magnifique. Tout à fait, même les gens qui ne connaissent pas Metal Gear reconnaissent souvent, certains bruits en tout cas. Ouais.
Ensemble, ils travaillèrent pendant 4 ans sur le projet en faisant face à de nouveaux défis techniques et créatifs. On était sur un support CD à l'époque et c'est vrai que la MSX c'était pas ça du tout. Les ambitions cinématiques de Kojima sont encore trop grandes pour le support, mais déjà bien présentes. Mais il a su combler certaines lacunes et certaines limitations techniques en fait via un génie de narration et un certain procédé de narration en tout cas. Le résultat est un jeu qui dépasse les attentes des joueurs et qui marque l'histoire du jeu vidéo. Metal Gear Solid est non seulement un jeu d'infiltration passionnant et varié, mais c'est aussi une œuvre d'art qui raconte une histoire captivante avec des personnages charismatiques et attachants. Le jeu est un succès commercial et critique et lance la saga Metal Gear Solid qui se poursuivra avec plusieurs suites et spin-offs jusqu'en 2015. On va pas tergiverser, les graphismes sont largement dépassés par rapport aux normes actuelles. On est sur PS1 et les jeux PS1 vieillissent très mal. Ça pique les jeux. Le jeu scintille, ça bave, ça clignote. Aucun filtre n'a été appliqué sur cette compile. C'est vraiment fainéant de ce côté-là et le jeu est dans son jus. Là, on peut pas se tromper. Le gameplay du jeu repose sur le principe d'infiltration qui consiste à éviter d'être détecté par des ennemis et ponctué de certaines séquences de gunfight via des boss ou via des phases d'alerte. Le jeu utilise une vue 3D en vue de dessus pour avoir une meilleure vision des alentours, donc ça reste proche des opus MSX, sauf que là on est vraiment sur de la 3D. C'est rigide, certains mouvements dans le jeu sont peu ou très peu, on va dire, ou même pas du tout, imprécis, ce qui est frustrant dans un jeu d'infiltration où le contrôle du personnage est essentiel. De plus, le système de combat a pris cher. Dû à cette vue de dessus, les hitbox des ennemis sont très peu permissives, l'alarme peut retentir très facilement. C'est vrai que c'est pas un jeu d'action, mais à certains moments on est obligé d'y aller, et là ça nous demande quand même un certain skill. La grande force du jeu Metal Gear réside dans sa narration, principalement le codec. Le codec de Metal Gear Solid est un élément clé du jeu qui permet aux joueurs de communiquer avec différents personnages qui l'accompagnent ou le guident dans sa mission. Le codec est à la fois un outil de narration qui fait avancer l'histoire et développe les personnalités des protagonistes, mais c'est également un outil de gameplay qui donne des conseils, des indices et des objectifs aux joueurs. Dans ce jeu, on n'a pas vraiment de map pour se repérer, et si on est perdu, on appelle un personnage ou même un autre personnage, on choisit en fonction, pour essayer de récupérer tout simplement des informations, quel est notre objectif, ou éventuellement on peut le trouver, et ça c'est quelque chose qui est très brillant pour l'époque en tout cas. Bon, le codec, je vais quand même expliquer ce que c'est, parce que pour les gens qui connaissent pas Metal Gear, c'est une sorte de radio qui permet au joueur de choisir avec qui il peut parler en entrant un numéro correspondant. Donc chaque interlocuteur a sa propre fréquence qui peut être trouvée soit dans le jeu ou alors dans le manuel. Donc c'est marrant, c'est que sur la compile, tu l'as à l'arrière de la compile, le numéro de ce fameux personnage en fait. Donc c'est plutôt cool. Il se présente sous la forme d'un écran divisé en 2 parties où apparaissent les visages de Snake et de son interlocuteur ainsi que leur nom et leur fréquence. Les dialogues sont accompagnés de voix et de bruitage. C'est un fabuleux outil narratif, je l'ai dit tout à l'heure, qui permet aussi de créer un effet de surprise, de suspense, voire d'humour par moment, en faisant intervenir des personnages inattendus, en révélant certains twists ou même certains secrets. C'est un moyen efficace de raconter une histoire dans un jeu vidéo qui utilise les possibilités du média pour impliquer le joueur et le faire interagir avec les personnages. Chacun ont leur propre dialogue, ce qui peut créer des situations très cocasses par moments. Le codec est devenu une marque de fabrique de la saga Metal Gear Solid qui a su l'exploiter de différentes manières au fil des épisodes. Il y avait déjà le codec dans Metal Gear sur MSX ou pas? Je me souviens plus. Alors oui, il y avait déjà le codec à l'époque, c'était comme ça qu'on arrivait à avoir nos informations du jeu, parce que tu sais, il n'y avait pas de voix à l'époque, et donc du coup, le codec nous permettait de nous expliquer l'histoire. Donc on parlait à la personne qui nous disait va faire telle action, va faire telle chose. Là, il a conservé ce système, si tu veux, pour pouvoir avoir des interactions avec d'autres personnages pour nos objectifs ou nous raconter un pan de l'histoire, mais pas que. À côté, on a vraiment l'impression parfois de sympathiser avec ces avatars virtuels.
et du coup on a vraiment la sensation de participer à une aventure en fait. Donc on a d'un côté la narration visuelle avec les effets spéciaux, avec par exemple il peut y avoir des explosions, des choses un peu plus intimistes, et on a le codec qui vient nous raconter une couche supplémentaire d'histoire en fait. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup apprécié le codec dans Metal Gear, parce que déjà je trouve que c'est un élément qui renforce le côté solitude de Snake, parce que les interactions que l'on a, elles sont virtuelles, du coup elles sont à travers le codec, et moi Metal Gear m'a toujours donné ce sentiment d'être seul, tu vois, quand je jouais Snake, d'être vraiment en mode infiltration, et je trouve que cet élément-là renforçait davantage le côté solitude, impersonnel des interactions, bien qu'on arrive à développer des liens, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet élément de game design. C'est quelque chose qu'il a su utiliser à bon escient, parce qu'au départ c'était dû aux limitations de la MSX, il a réutilisé sur PlayStation, et au fur et à mesure il a su le sublimer directement. C'est vrai que les Metal Gear ont toujours été bavards, mais surtout à partir de cet épisode, et le codec, ça en fait partie vraiment du premier à papoter tout le temps, hein. Et des fois même tu te fais spammer, t'as le truc qui fait non c'est bon, j'ai pas envie, là je fais autre chose. Donc c'est plutôt rigolo. Ouais, c'est cool. Le jeu utilise également les capacités techniques de la PlayStation pour créer des effets visuels et sonores impressionnants pour l'époque bien sûr, ainsi que des astuces de gameplay qui impliquent le joueur dans l'histoire, comme le fait de changer de port manette pour vaincre un boss spécifique, ou de regarder le dos de la boîte du jeu pour trouver un code de codex que je disais tout à l'heure. Les boss de Metal Gear Solid sont des personnages très charismatiques et profonds dans leur personnalité, car ils ont chacun une histoire, une motivation, une philosophie qui les rendent uniques et surtout attachants également à leur niveau. Je vais en citer quelques-uns, donc c'est pas exhaustif, mais pour montrer un peu qu'on a vraiment des personnalités différentes. On a par exemple le fameux Revolver Ocelot qui est très très connu. Oui. C'est un expert en maniement du revolver qui aime jouer avec ses adversaires en faisant tournoyer son arme et en tirant des balles en ricochant sur les murs. On va retrouver également Psycho Mantis, c'est un puissant télépathe et télékinésiste qui peut lire les pensées des gens et contrôler leurs esprits. Et les cartes mémoire. Voilà, il est capable de briser le 4e mur et de s'adresser directement aux joueurs, donc via les cartes mémoire, tu l'as dit tout à l'heure, en lisant les sauvegardes, ou en faisant vibrer la manette aussi. Des fois il fait regarde, je vais te faire vibrer les mains. Enfin, c'est ouf. C'est plutôt rigolo. On a également Sniper Wolf, qui est un de mes personnages préférés, qui est une tireuse d'élite hors pair, qui peut rester des jours dans une position sans bouger ni manger. Elle est accompagnée d'un loup apprivoisé qu'elle considère comme son seul ami. Ce personnage devrait... Je vais dire que c'est un petit big up, ce personnage devrait plaire à une certaine personne passionnée de loups que je salue et qui ne connaît pas Metal Gear. C'est un sacrilège, car Metal Gear, c'est la vie. Malgré le poids des années, le titre fonctionne toujours. Passer les premières heures de jeu, c'est clair, ça va demander un certain investissement, parce qu'encore une fois, ça pique les yeux et c'est un peu rigide. Néanmoins, les nombreuses cinématiques et les scènes de dialogue, qui ont certes également vieilli, mais elles font toujours mouche en fait. Et ça, c'est quelque chose qui en fait un grand jeu. En conclusion, Metal Gear Solid est une véritable capsule temporelle de son époque, car il reflète les préoccupations, les influences culturelles de la fin des années 90. Le jeu fait référence à des événements historiques, comme la guerre froide, la chute du mur de Berlin, la crise nucléaire ou le conflit en Irak, mais aussi des œuvres de fiction, comme les films James Bond, d'espionnage ou de science-fiction. On va retrouver un peu de New York 1997 également, film que j'adore. C'est un jeu qui a su créer une expérience unique et immersive pour les joueurs, tout en le faisant réfléchir sur des questions existentielles et sociales. Il est considéré comme un chef-d'œuvre du jeu vidéo, à juste titre, et comme une source d'inspiration pour de nombreux créateurs. Il a donné naissance à une saga légendaire qui a continué à explorer l'univers et les thèmes de Metal Gear Solid. Il convient de noter que malgré ses aspects vieillissants, Metal Gear Solid reste un jeu emblématique avec une histoire profonde et des personnages mémorables. J'apprécie toujours le jeu pour son intrigue complexe et ses thèmes philosophiques, mais je trouve que le jeu est le moins accessible de cette compilation que les 2 opus précédents, par exemple. Bon, il est clair que c'est un très grand jeu, pour beaucoup c'est un chef-d'œuvre, Metal Gear Solid. Moi, mon expérience de Metal Gear Solid, tu sais, c'était la démo dans le PlayStation Magazine. Donc pendant très longtemps, j'ai fait que la démo en boucle. C'est vraiment plus tard que j'ai découvert le jeu en entier, notamment Psycho Mantis, comme tu l'as dit, qui est vraiment un boss qui m'a vraiment marqué. Ah ouais, qui m'a marqué de ouf. Aussi, ce qui m'a impressionné quand je faisais la démo, que j'étais gamin, tu sais, t'es en vue éloignée, enfin vue de dessus d'ailleurs, mais par contre quand tu te mettais accroupi dans les tuyaux d'aération, là tu passes en vue subjective. Le carton aussi, le fameux carton quand tu te caches dedans, enfin c'est bourré
de choses qui ont marqué le jeu vidéo, le point d'exclamation qu'on entend, voilà, qui fait du bruit avec un son bien connu. Enfin, je trouve vraiment que c'est un jeu qui a marqué son époque et marqué le jeu vidéo. Et il y en a pas des tonnes des jeux qui ont fait ça. C'est vrai, et en plus c'est d'autant plus dommage que c'est une licence qui a cartonné une époque, et c'est vrai que je parlais à des jeunes dernièrement, oui, je parle à des jeunes des fois, et qui ne jurent que par les jeux actuels, tu sais, Fortnite, Warzone. Et c'est vrai que cette génération-là ne connaît pas Metal Gear, et surtout, on a même un peu peur, car c'est assez ancien. Il y a énormément de jeux disponibles, et c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir où commencer et quand commencer, en fait. Et autant je suis un fan absolu de Metal Gear, autant Metal Gear Solid reste difficilement jouable à part quelqu'un qui ne prend pas le recul de son contexte et de son époque, en tout cas. Jolie lettre d'amour à ce jeu, je sais qu'il t'est cher, et puis en plus tu continues ton petit fil rouge tout en restant dans l'actualité du jeu vidéo avec la sortie de cette compile. N'était-ce pas brillant tout ça, mon cher Kira ? Exactement, c'est vrai, je me la raconte un petit peu, bon voilà. Non, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de Metal Gear Solid, et c'est vrai que j'aurais dû le faire bien avant, mais quand j'ai appris que la compile allait sortir, je me suis dit, je vais attendre et je vais le faire sur ma grande télé, en fait. Ouais, donc c'était aussi l'occasion de parler de ce jeu, bien sûr, et de parler aussi de la compile. Et de la compile. Voilà. Compile que je recommande, bien sûr, pour les gens qui n'ont aucun jeu Metal Gear ou qui sont fans de Metal Gear. Moi, je l'ai sur tous les supports maintenant, mais c'est une compile que je recommande, bien sûr, car ça fait partie du patrimoine du jeu vidéo, en tout cas. Ainsi se conclut la partie test. On va passer peut-être sur le comptoir des auditeurs. Qu'est-ce que t'en penses ? Et oui, nous avons un invité cette semaine, un habitué d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il intervient, notre cher ami Fab, donc de Chronique Comics, qui réagissait à une news, pas de la semaine dernière, mais celle d'avant, parce que j'ai reçu... j'ai consulté mes mails un petit peu en décalage, donc j'ai vu plus tard son message, et il réagissait sur une news, et j'ai bien aimé, il réagissait sur une news de Baldur's Gate 3, la version physique, où on était enjoué de l'avoir, et que l'Ariane Studio l'a sortait, cette version physique. Donc je vous laisse découvrir son message, et on vous reprend juste après. Salut vous deux. Bon, je vois que le comptoir est dispo, je m'installe, vous m'en voulez pas. C'est juste pour faire une petite réaction concernant votre dernier podcast par rapport au jeu physique digital, dont Baldur's Gate 3 évidemment, qui se rapproche un petit peu du sujet jeu fini, pas fini, etc. Et du coup, je suis à moitié d'accord avec l'avis de Sid concernant justement Baldur's Gate et l'Ariane plus particulièrement, où lui est content de voir la version physique arriver. Moi aussi, on ne se cache pas le petit moment de plaisir. Par contre, je suis pas trop d'accord dans le sens où il soutient et il achète la version digitale. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, un studio comme l'Ariane, qui a un accès anticipé depuis des mois et des mois, avait déjà un visu sur le potentiel nombre de joueurs, le potentiel succès, les retours des joueurs, etc. Du coup, je peux comprendre qu'un petit studio qui annonce une sortie digitale exclusivement, faute de moyens, ça s'entend, quoi, ou qui passe par un financement participatif. Mais là, l'Ariane, avec ce qu'ils avaient fait, alors je dénigre pas ce qu'ils ont fait, hein, au contraire, l'accès anticipé c'est très bien et tout, mais je pense qu'ils avaient un visu assez global de leur situation. Du coup, proposer un collector aussi riche et aussi peu cher entre guillemets, voilà, je trouve que c'est pas trop correct à mon sens. Après, chacun y trouvera son compte, hein, évidemment. Moi, je suis bien content d'avoir attendu. Je vais me prendre la version physique en collector quand elle sortira, mais j'ai un petit goût amer. Je me suis fait avoir avec Diablo 4, hein. Je l'avais pris Day One, ça a été une cata à mes yeux. Et j'ai attendu pour Baldur's Gate, et au final, la version physique arrive, je suis bien content, je vais pouvoir me plonger dessus à mes yeux dans la meilleure des conditions. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte. Mais voilà, c'est à double tranchant. Je trouve que il joue sur un fil un petit peu de funambule, dans le sens où, à force d'annoncer toujours des versions uniquement digitales, puis après de proposer des jeux en boîte, comme ça sera le cas pour Alan Wake, je pourrais en mettre ma main à couper, les joueurs, ils feront quoi ? Ils iront plus chercher leur version digitale en premier, ils attendront la version boîte, et puis voilà. Donc attention, ça peut être dangereux. Autre point, après je vous laisse tranquille démarrer votre sujet hors sujet. Ça sera une petite reco de ma part, d'après la reco que vous avez fait Onimusha. Ça sera Blue Eyes Samurai sur Netflix. Très très bonne série, toujours samouraï. Vous m'en direz des nouvelles. Salut à vous. Donc oui, Fab a un avis un tout petit peu différent du mien,
Et nous, c'est ce qu'on aime dans la taverne du gamer, c'est justement les avis différents et voyons les diffuse en plus. Donc c'est vrai que moi j'étais très enthousiaste, très enjoué et je mettais sur le dos de cette sortie de l'édition physique le succès du jeu. Mais dans ce qu'il dit, il n'a pas tort. Hein. C'est que très certainement ce succès, ils ont pu l'anticiper. Ils ont certainement anticipé cette version physique et il y a des déçus. C'est vrai que cette version physique sorte, enfin en tout cas est annoncée et sorte après l'édition digitale que beaucoup ont déjà acheté pour bénéficier du jeu. Donc il y a ce mélange de frustration qu'il peut y avoir chez certains joueurs et qui repose encore une fois le débat d'acheter son jeu Day One en digital Day One. C'est des débats qui sont vraiment très intéressants. Et si comme Fab vous avez des choses à dire là-dessus, enfin moi je trouve que c'est un sujet très d'actualité et qui est intéressant à traiter. C'est vrai que je suis d'accord, c'est un peu vachard et s'ils l'avaient vraiment prévu avant, ils auraient pu le dire. Il y a des gens qui auraient attendu tout simplement. Je pense qu'Alan Wake, je pense qu'ils vont nous faire pareil à mon avis dans quelques temps. On va voir. Ouais, c'est possible. Néanmoins, moi j'ai attendu, et c'est vrai que je l'ai acheté direct et donc je ne me sens pas lésé, mais pour les personnes qui vont passer 2 fois à la caisse, pour les fans de physique, c'est quand même un mauvais mood, c'est clair. Et pour sa suggestion de Blue Eyes Samurai sur Netflix, c'est un sujet hors sujet que je vais traiter du coup, puisque recommandation de Fab, donc je le traiterai en podcast. C'est juste que là, mes prochaines émissions en sujet hors sujet sont déjà, je sais ce que je vais faire, mais dans quelques semaines, je traiterai de cette série qui a un énorme buzz positif, hein, beaucoup de gens en parlent. Donc ça me tente beaucoup. Merci à toi en tout cas pour ta recommandation, c'est vrai que ça fait plaisir. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Là d'ailleurs, mon prochain sujet hors sujet sera une recommandation auditeur également. Très bien, ça c'est cool. C'est parti pour ton sujet hors sujet du coup. Alors Le Royaume sans nom, qui est une bande dessinée éditée chez Glénat, donc pas d'interlude musical parce qu'avec une BD c'est toujours un peu compliqué, à part vous faire le petit bruit des pages. Pas une chanson ? Ouais, j'aurais pu faire une chanson, c'est vrai, mais non. Donc bande dessinée un petit peu événement, hein, parce que c'est vrai que je la vois partout sur les têtes de gondole dans les différentes grandes enseignes, librairie. Et pas que, librairie aussi, tout à fait. Donc au scénario, on a Eric Hanna, donc qui a fait Badass, Altamont récemment, Le Casse, 12, donc un scénariste de talent. Au dessin, Redek, je sais pas comment ça se dit. Redek. Blind Dog, Rhapsody, Badass aussi. Que j'adore également. Ouais, non, vraiment, là je cite que des trucs très très cool. Et Lou à la couleur. Et je vais en parler un petit peu de la couleur parce que c'est vrai que c'est souvent ça qu'on néglige, je trouve. Donner du crédit aux couleurs, puisque la BD, justement, franco-belge, l'intérêt, c'est la couleur par rapport au manga, moi que je lis beaucoup. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je suis toujours très attentif à la couleur, puisque ça me change des mangas que je lis habituellement. Et donc c'est une bande dessinée de plus de 50 pages, même assez généreuse. Hein. J'étais surpris pour un prix près d'une quinzaine d'euros, je crois. Enfin, elle est pas très chère. Donc franchement, c'est vraiment un bon investissement, sachant que c'est un gros coup de cœur pour moi. D'ailleurs, l'histoire, on va commencer sur l'histoire parce que j'avais noté la phrase qui se trouvait au dos de la BD, qui est, je cite, « Tant que tu ne te décideras pas à achever ton père, point de suspension, des jours sombres planeront sur ces terres. » Et en fait, j'avais envie de parler de l'histoire au travers de cette phrase qui est lourde de sens, je trouve, qui met tout de suite dans l'ambiance, qui met vraiment dans l'ambiance parce que ça parle d'achever son père, des jours sombres sur les terres. Ça donne une certaine, tout de suite, tu vois, une ambiance, un scénario assez lourd, pesant, une aura. Moi, ça m'a tout de suite, tu vois, donné de l'enthousiasme pour lire cette BD. Et on est, en plus, la couverture qui est absolument magnifique, où on voit un lion avec une couronne, parce que du coup, c'est ça, avec cette BD, on est directement propulsé dans un monde animal, donc il n'y a pas d'être humain. On suit des carnivores et des herbivores civilisés dans un monde plutôt médiéval, donc ils parlent, hein, ils sont personnifiés, et on assiste vraiment à une fresque politique que j'ai trouvé vraiment passionnante à suivre, avec la famille royale forte et digne que on va suivre, donc les lions, forcément, avec un roi un petit peu vieillissant, mais qui est quand même de sa superbe. C'est un personnage qui est super bien écrit, qui est intéressant, mais il est vieillissant, et il doit
avant de quitter son trône, il voudrait fédérer le monde des animaux. Donc ce côté un petit peu, comme je disais, carnivore, herbivore, pour qu'ils puissent vivre ensemble sans forcément se bouffer. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça. Mais dans cette histoire, ce que je voulais mettre en avant, c'est la richesse des personnages, parce que presque un peu entre guillemets à la Game of Thrones, on a des persos qui sont très différents, très typés, avec des velléités, des ambitions. Il y a de la traîtrise, il y a un peu de grain de folie aussi dans ces personnages. Donc il y a un ton assez mature quand même, mais on s'attache très très vite aux personnages. Ils sont hauts en couleur, comme je le disais. Ils sont, enfin tu vois, il y a quelque chose de vraiment très très attachant auprès de ces persos, qui fait que moi je me suis laissé porter. Et le ton assez lourd, assez important du scénario, mais en fait tu vois, ça passe comme une lettre à la poste, parce que ces personnages qui constituent l'intrigue, tu vois, tout de suite t'accroches et tu les suis avec plaisir. Et surtout, ça contraste aussi avec les dessins. Oui, tout à fait. Exactement, c'est un élément important. Je vais parler des dessins juste après, mais tu as raison. Et juste pour finir sous l'histoire, au centre, tu vois, de l'intrigue, tu as ce prince qui aime énormément son père, mais dans la tradition, pour succéder au père, il faut faire un patricide, donc il faut, par le sang... prendre la place du roi et du père, et c'est là que tout le scénario prend son sel. Et après je vais évidemment pas développer les éléments d'intrigue, mais en tout cas surtout pas dans les thèmes forts, tu as l'acceptation des autres avec les carnivores, les herbivores, comme je disais, un petit peu de lutte des classes, le sens du sacrifice et du devoir qui peut peser tu vois, sur les épaules de certains personnages, l'amour familial. Enfin, en tout cas, en une bande dessinée, il y a une richesse tu vois, autour des thèmes qui sont abordés, qui moi m'ont vraiment happé. J'étais vraiment, je l'ai lu d'une traite, du début à la fin. Oui, puis on est un peu dans une ambiance Shakespeare avec des animaux en fait. Donc il y a un côté, comme tu dis, qui est très sombre et qui est très mature. Et ça, c'est peu commun dans ce type d'œuvre en tout cas. Et tu en parlais des dessins justement. Donc oui. Le dessin, déjà, franchement, je vais pas en dire grand chose, parce que déjà, c'est beau. Je suis personne pour juger le dessin des autres, mais en fait, voilà, c'est juste trop beau, c'est juste magnifique, c'est trop joli, c'est très bien dessiné, les animaux sont absolument superbes, ils sont expressifs, mais de ouf, en fait, leur regard, leurs expressions, enfin, c'est un sans faute. Il y a une petite vibe Disney aussi. Dans le dessin. C'est vrai. Il y a cette petite vibe qui est très valorisante à regarder. Et comme je dis, un peu à la Zootopie, oui. On parle assez peu des couleurs, comme je disais tout à l'heure, et c'est hyper coloré, c'est chatoyant, un peu comme des livres d'enfants, tu vois, c'est des couleurs très fraîches, très belles, qui participent en plus à une très belle lisibilité des cases. Moi, vous savez que c'est important, enfin je dis souvent que moi c'est important d'avoir des cases claires, lisibles, agréables à regarder, des doubles pages qui sont en plus absolument magnifiques. Donc non, franchement, c'est un sans faute pour moi sur la partie dessin. Et comme tu l'as dit, en fait ça contraste complètement avec le scénario qu'on disait assez mature, adulte, avec ce dessin qui fait vraiment un contraste absolument magnifique, que je trouve essentiel en plus, parce que c'est l'intérêt du support de la bande dessinée, c'est que tu peux raconter quelque chose, mais montrer ce que tu racontes de façon un petit peu différente, un petit peu peut-être édulcorée grâce au dessin, grâce aux couleurs et tout, donc il fait que je trouve que la bande dessinée, cette BD-là tire vraiment parti du support que l'on a entre les mains. Exactement. Tu parlais de Shakespeare, et la mise en scène de ces cases, de cette bande dessinée, je trouvais que c'était un peu un côté théâtral, j'avais l'impression de regarder des actes se dérouler sous mes yeux, et ça franchement ça a rendu très très agréable, très sympa à regarder. Grande dramaturgie, des personnages, comme je disais, très expressifs, avec des caractères bien définis, pas exagérés, mais qui vraiment, tu vois, tu les identifies très facilement. Big up au personnage de la louve, que je dirais pas, mais que j'ai adoré vraiment dans la BD. Et une fin vraiment très intense, on retient son souffle, j'ai été surpris, choqué, enfin j'ai vraiment vécu un grand moment de bande dessinée sur la fin. Moi j'aime beaucoup le personnage du roi, du vieux lion en fait, oui. Avec cette crinière un peu grisonnante cette par endroits, où voilà, on sent cette sagesse et cette noblesse, mais qu'à côté il a quand même, c'est un lion quoi, donc il a une part quand même très ténébreuse et animale, et ça on le ressent vraiment dans le dessin, même si comme je disais je l'ai comparé à un côté un peu Disney, on a vraiment cette sensation de puissance de certains personnages, malgré le côté un peu joli à regarder et un peu doux, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Et justement, tu parles du côté animal, c'était mon dernier chapitre avant la conclusion. C'est une BD qui a du poil et du mordant, comme j'ai appelé cette petite session, parce que le choix a été fait de représenter les personnages sous forme animale. Et en fait, ça, c'est un des exercices de style que je préfère, donc c'est pour ça que c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve ça hyper pertinent et intéressant. Ça renvoie à 2 œuvres que j'adore. Donc La ferme des animaux d'Orwell et Mouse, tu sais, la BD Dark Spiegelman, je pense. Là, je le dis de tête, donc j'ai peut-être écorché son nom, où il représentait, tu sais, les atrocités de la guerre, mais avec des souris et des chats. Et en fait, j'adore ce procédé parce que... J'aime bien aussi. Déjà, ça renvoie à la cruauté du monde animal, mais transposée dans notre réalité à nous. Donc, ça nous fait nous questionner quand même sur la cruauté de ce que l'on peut faire. Mais aussi, tu vois, tu peux montrer des choses très dures. Là, je pense à la BD Mouse, justement. Tu peux montrer des choses très dures, mais comme c'est des personnages, c'est des souris ou des chats, ça passe mieux. Par exemple... Si on doit tordre le cou à un petit lapro, donc les lapins c'est mignon, ok, mais c'est moins pire que de tordre le cou, tu vois, d'un enfant et de le montrer. C'est clair. Donc, aussi on peut attribuer des caractéristiques sociales aux animaux, comme les cochons qui représentaient la bourgeoisie qui s'engraisse sur le peuple. Ça c'est plutôt dans la ferme des animaux. Oui. Le roi, le lion, évidemment. Des caractéristiques aussi de caractère. Le renard qui est rusé, le tigre, voilà, qui est féroce, ou même des métiers. Quelle est la meilleure représentation pour un garde qu'un gorille? Enfin, tout ça pour dire que cet exercice de style, moi, je le trouve absolument génial. J'adore ça. C'est très graphique à regarder. En plus, c'est très sympa. Ça permet d'avoir des scènes un peu plus crues, plus trash, parce que c'est des animaux. Et en même temps, ça adoucit. Ça rend le truc assez féerique, parfois, enchanteresse. Petit big up au cerf aussi dans la BD. Le cerf qui est coquin. Moi, qui m'a fait mourir de rire. Donc, franchement, dans cette BD, il y a tout, c'est très complet. Donc en conclusion, comme je l'ai dit, une BD qui m'a transporté du début à la fin. J'ai trouvé que c'était une œuvre qui était vraiment brillante et magistrale. Vraiment, le côté animal, j'ai trouvé ça génial. Le macaron, tu sais, de promotion sur la BD, il disait tragique, violent, un Shakespeare bestial. Mais j'ajouterais aussi que c'est drôle, c'est émouvant, c'est intense. Donc le Royaume sans nom est un cadeau pour moi idéal pour les fêtes de fin d'année. Et en plus, c'est devenu une de mes plus grosses attentes de l'année prochaine parce que ce sera en plusieurs tomes. Là, c'était que le premier. Hâte d'avoir la suite, oui. Ah ouais, mais j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je suis très, très, très enthousiaste. On vous publiera des photos sur les réseaux sociaux, justement. C'est disponible chez Glénat. Donc n'hésitez pas à voir si vous êtes encore dans votre liste de cadeaux de Noël, en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de la lire également. Et c'est un superbe ouvrage. J'ai passé un excellent moment. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, non seulement c'est beau, mais en plus ça passe un message. Et ça fait du bien aussi d'avoir des livres comme ça, avec un message, avec une vraie épopée, une vraie aventure. Carrément. Ainsi se termine ton sujet hors sujet. Oui, et l'émission. Et l'émission, bien sûr. Donc là, ça y est, on en voit le bout. Je te laisse le mot de la fin. Alors, comme mot de la fin, déjà, je vais annoncer ma chronique de la semaine prochaine parce que c'est un coup de cœur de jeu indépendant qui est nominé aux Game Awards. Donc, on fera en plus la semaine prochaine une émission axée sur les Game Awards. Et en chronique, vous aurez un jeu qui fait partie des nominations. Donc, c'est le jeu Cocoon. Vraiment... Enfin, un jeu, plein de choses à dire. Je vais pas commencer ma chronique maintenant, ce serait un peu con. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. En HS, tu sais ce que tu vas faire, toi, en sujet hors sujet? Oui, ce sera Final Fantasy, les créatures de l'esprit en recommandation auditeur. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Bon, en tout cas, ça augure d'une belle émission. Et comme mot de la fin, comme d'habitude, nos remerciements parce que vous savez qu'on porte une grande reconnaissance à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup de nous écouter où que vous soyez. On compte sur vous pour nous partager vos suggestions et autres. Et on se dit, écoute, à la semaine prochaine, mon cher Kira. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.